À chaque conflit dans le Golfe, les gens pensent immédiatement au pétrole. C'est là que les premiers signes de problèmes apparaissent, dans le trafic des pétroliers, les routes maritimes et les prix du carburant. Mais la véritable vulnérabilité se trouve complètement ailleurs. L'eau que les gens consomment ne vient pas naturellement, elle doit être produite. Le long de la côte, les usines de dessalement fonctionnent jour et nuit, transformant l'eau de mer en eau réellement utilisable. Des villes comme Dubaï, Abu Dhabi et Doha en dépendent totalement. L'usine Aldor à Bahreïn, par exemple, fournit de l'eau à plus d'1 million de personnes chaque jour. L'usine Ras Al Khair en Arabie Saoudite en produit encore plus. Il existe des centaines d'installations de ce type à travers le CCG, mais des systèmes comme ceux-ci laissent peu de place, à la moindre perturbation. Ce télégramme diplomatique de 2009 permet de mieux comprendre la situation. L'évaluation avertit que le système de dessalement de Jubilee fournit plus de 90% de l'eau potable de Riyad. Et que si l'installation, ses pipelines ou même son alimentation électrique étaient mis hors service, le gouvernement saoudien n'aurait que quelques jours pour évacuer la population de sa capitale. Cette évaluation date d'il y a 17 ans, et depuis, la dépendance à l'eau dessalée n'a fait qu'augmenter. Cependant, il n'y a toujours aucun plan de secours si les choses tournent mal. L'eau n'est pas stockée dans de grandes réserves et elle ne peut pas être facilement acheminée depuis ailleurs. Si les usines de dessalement sont prises pour cible, il n'y a pas de moyen simple de remplacer ce qu'elles produisent. Jusqu'à récemment, ce point de défaillance unique était compris et laissé tranquille. Mais maintenant, cela commence à changer. 2 usines ont été touchées jusqu'à présent, et même si les dégâts sont modestes, un précédent a été créé. Plus les hostilités durent, plus il est probable que l'eau devienne un enjeu du conflit. Et une fois que cela se produit, tout change pour le pire. Parce qu'à la différence du pétrole, où les chocs mettent à mal les bilans, les chocs sur l'approvisionnement en eau brisent les sociétés. Le Golfe est l'une des régions les plus arides du monde. Il n'y a pas de rivière permanente, et les précipitations sont trop limitées pour soutenir de grandes populations. Historiquement, les eaux souterraines et les cours d'eau saisonniers ont permis de combler le manque, mais à mesure que les villes se sont développées et que les populations ont augmenté, ces sources se sont progressivement épuisées ou dégradées. Les Nations Unies définissent la pénurie absolue d'eau comme étant moins de 500 mètres cubes par personne et par an. Cependant, en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, à Oman et aux Émirats Arabes Unis, la moyenne n'est que de 120 mètres cubes. Dire qu'il s'agit d'un problème de pénurie d'eau serait un euphémisme. Ces pays, qui abritent plus de 62 millions de personnes, dépendent du dessalement pour leur survie, bien que pas tous dans la même mesure. En Arabie Saoudite, cela représente environ 18% de l'approvisionnement total en eau, contre 41% aux Émirats Arabes Unis et jusqu'à 61% au Qatar. Cependant, ces chiffres incluent l'industrie et l'agriculture. Pour l'eau potable uniquement, le dessalement fournit environ 80% dans l'ensemble du CCG. Dans sa forme la plus simple, le dessalement est le processus qui consiste à retirer le sel de l'eau de mer pour produire de l'eau douce. La méthode la plus largement utilisée est l'osmose inverse, dans laquelle l'eau de mer est poussée à travers des membranes sous haute pression. Ces membranes permettent à l'eau de passer tout en bloquant le sel et d'autres impuretés. L'eau passe ensuite par une phase de post-traitement, où des minéraux sont réintroduits, et elle est désinfectée pour la rendre potable. Une autre méthode est la distillation thermique, où l'eau de mer est chauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore, en laissant le sel sur place. La vapeur est ensuite refroidie et condensée en eau douce avant de passer par le même processus de post-traitement. Les 2 méthodes sont simples dans leur principe, mais elles sont assez énergivores et doivent fonctionner en continu. De grandes pompes sont nécessaires pour maintenir la pression et l'équipement doit être entretenu et remplacé au fil du temps. Tout cela doit se faire sans aucun intervalle ni interruption, car la demande en eau ne s'arrête jamais. Avec le temps, la technologie s'est améliorée et le système s'est développé
pour soutenir des sociétés entières, les États du Golfe, produisant aujourd'hui environ 30% de l'eau dessalée dans le monde. La plupart de ces usines sont situées le long de la côte, où l'eau de mer est directement accessible. Les pays du CCG en comptent plus de 400. Cependant, la mise en place de ce système est tout aussi importante. Puisque le dessalement nécessite une grande quantité d'énergie, ces usines sont étroitement liées à la production d'électricité. Dans de nombreux cas, l'eau et l'électricité sont produites en parallèle, ce qui signifie que des perturbations dans un domaine peuvent affecter l'autre. Cela crée un système où tout est connecté. Si l'alimentation électrique est interrompue, la production d'eau s'arrête. Si un composant tombe en panne, le processus ralentit ou s'arrête jusqu'à ce qu'il soit réparé. Donc, au fond, le dessalement est conçu pour fonctionner en continu dans des conditions stables. Il n'est pas fait pour être allumé et éteint de façon répétée. Les États du Golfe disposent de réserves d'eau, mais elles sont limitées. L'eau est stockée dans des réservoirs et des réseaux de distribution, mais ceux-ci ne sont pas conçus pour supporter de longues interruptions. En Arabie Saoudite, par exemple, les réserves stratégiques près de Riyad s'élèvent à près de 11 millions de mètres cubes, ce qui ne suffit que pour quelques jours. Au mieux, les pays du CCG peuvent gérer de courtes perturbations, et même la perte temporaire d'une seule usine, mais pas des pannes prolongées. Tout le système dépend d'un flux constant plutôt que de grandes réserves. Si plusieurs usines sont perturbées en même temps, le contrôle commence à se dégrader. Chaque installation dessert une zone définie, et il n'y a qu'une flexibilité limitée pour rediriger l'approvisionnement. Il existe certaines mesures d'urgence qui peuvent être utilisées. Par exemple, l'eau peut être transportée par camion et des bouteilles peuvent être distribuées là où c'est nécessaire, mais ce ne sont que des solutions temporaires. Elles ne peuvent pas alimenter des villes entières, encore moins remplacer une production continue à grande échelle. En bref, il n'existe aucun plan d'urgence au cas où la production de dessalement serait interrompue. Dans des conditions normales, les usines de dessalement fonctionnent de manière assez fiable et assurent un approvisionnement régulier pour les grandes zones urbaines densément peuplées. Mais ce flux dépend de la stabilité et de la continuité. Lorsque ces conditions sont réunies, le système fonctionne comme prévu, mais la guerre avec l'Iran sape de plus en plus cette base. Si les usines de dessalement sont attaquées, et que cela devient la nouvelle norme, il n'y aura pas de solution de repli. Tout s'effondrerait avec elle. Les États arabes cesseraient de fonctionner en quelques jours. Au début des hostilités, les cibles étaient dans l'ensemble prévisible. Les installations militaires, les systèmes de défense aérienne et les sites liés au nucléaire ont été frappés en premier, suivis par les infrastructures énergétiques et les routes maritimes. Mais le 7 mars, l'ampleur des attaques s'est élargie. Une usine de dessalement sur l'île de Keshim en Iran a été frappée, ce qui a brièvement perturbé l'approvisionnement en eau d'environ 30 villages. Les dégâts n'étaient pas importants, mais il s'agit peut-être de l'un des premiers cas où une usine de dessalement est délibérément prise pour cible dans un conflit, et, plus important encore, cela a établi un précédent dangereux. Peu de temps après, une installation de dessalement à Bahreïn a été touchée par une attaque de drone. Tout comme à Keshim, les dégâts étaient modestes, et l'installation dans son ensemble a continué de fonctionner. Mais le fait même qu'une usine de dessalement ait été prise pour cible change ce qui était autrefois considéré comme intouchable. C'est précisément ainsi que l'escalade se déroule. Cela ne se produit pas d'un seul coup, cela se construit avec le temps. Une fois qu'une catégorie spécifique est prise pour cible, il devient plus facile de la viser à nouveau. Les usines de dessalement et l'infrastructure hydraulique dans son ensemble entrent désormais progressivement dans ce processus. La retenue qui existait il y a un mois est désormais moins certaine. De plus, l'équilibre stratégique penche en faveur de l'Iran. Dans toute la péninsule arabique, des millions de personnes dépendent presque entièrement de l'eau dessalée. L'Iran, en revanche, bien qu'il ait ses propres problèmes graves d'eau, puise encore la majeure partie de son eau dans des réservoirs et des nappes phréatiques. Le dessalement ne fournit qu'une faible part de l'eau en Iran. Cette asymétrie est importante, car elle signifie que toute escalade contre les infrastructures hydrauliques ne serait pas ressentie de manière égale. Pour les États arabes, le dessalement est une bouée de sauvetage. Pour l'Iran, c'est un complément. Et dans une guerre où la vulnérabilité définit l'avantage, cela place fermement l'initiative du côté de l'Iran.
Même si les usines de dessalement ne sont pas directement visées, elles restent très exposées. Des dommages aux infrastructures environnantes peuvent être tout aussi perturbateurs. Beaucoup de ces installations prélèvent de l'eau de mer, ce qui signifie qu'une contamination à la prise d'eau peut les arrêter aussi efficacement qu'une frappe directe. Une marée noire près d'une usine, par exemple, peut obstruer les systèmes de filtration, contaminer les canalisations et arrêter complètement les opérations. Et ce n'est pas une hypothèse farfelue. En 1991, pendant la guerre du Golfe, les forces irakiennes ont déversé des millions de barils de pétrole dans la mer. Les responsables américains de l'époque ont estimé que la marée noire visait à paralyser la capacité de dessalement et à compliquer une éventuelle invasion amphibie. La marée noire a créé une nappe de pétrole massive, s'étendant sur plus de 15 km, et a entraîné des efforts de plusieurs mois pour l'empêcher d'atteindre une usine de dessalement qui approvisionnait Riyad en eau potable. Le fait est que, si l'eau devient un enjeu dans la guerre, elle ne sera pas simplement une cible de plus. Cela redéfinira la guerre elle-même. Au fait, cette vidéo n'est pas une recommandation politique. Nous ne suggérons pas d'attaquer les infrastructures hydrauliques. Ce n'est pas le but de cette chaîne. La seule raison pour laquelle nous en parlons, c'est que trop de gens se sont habitués à l'idée de la guerre sans vraiment réfléchir à ce que cela implique réellement. Lorsque les gouvernements entament l'escalade, cela ne s'arrête pas toujours là où on l'attend. Si l'Iran commençait à cibler les usines de dessalement dans tout le Golfe, les États arabes riposteraient immédiatement et avec férocité. Ils n'auraient pas le choix. Ces systèmes soutiennent la vie quotidienne, dont la réponse serait motivée autant par la nécessité que par la dissuasion. À ce stade, les États du Golfe seraient en conflit direct et ouvert avec l'Iran. Les hostilités iraient au-delà des frappes contrôlées et s'engageraient dans un cycle de représailles, chaque camp attaquant ce que l'autre ne peut pas se permettre de perdre. Les dégâts frapperaient les deux camps. L'Iran serait tout aussi durement touché et des millions de personnes se retrouveraient sans issue. Ce serait rien de moins qu'une catastrophe et cela pousserait la périphérie vers un nouvel âge sombre. Ce scénario apocalyptique a jusqu'à présent été évité, précisément parce que tout le monde comprend les conséquences. Mais cette impasse dépend de la retenue, et en temps de guerre, la retenue est rarement permanente. J'ai été votre hôte, Shervan de Caspian Report. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci pour votre temps et SAL.